on est animé par un truc dans le bide. Entre le financier et un bon programme, c'est le bon programme qui prime. Alexia Laroche-Joubert, merci de nous accueillir ici dans ce bureau. Vous êtes CEO de Banijay France. Banijay, c'est quand même très très large. C'est le premier groupe international, 130 entreprises à l'étranger, 18 en France. J'imagine qu'il y a une pression, vous qui travaillez dans l'audiovisuel depuis des années, de se dire qu'aujourd'hui on est à la tête de la plus grosse boîte de prod française. Oui, il y a une pression, mais qui est très différente de celle que j'ai vécue auparavant en étant productrice. Il y a la pression, en fait, compte de voir comment le monde de l'audiovisuel va changer. On est face à une sorte d'inconnu qui est constamment en mouvement et sur lequel je pense que notre principale aptitude, c'est l'adaptabilité. C'est là-dessus qu'on mise. On réagit très vite parce qu'on est un groupe agile. On n'est pas un mastodonte. Vous le disiez, on est présent dans une vingtaine de pays avec 130 sociétés. Néanmoins, on a gardé cet esprit très entrepreneurial et quasi artisan de la production. Aujourd'hui, vous accompagnez des boîtes de prod, c'est-à-dire que vous n'avez pas la main mise sur eux, mais c'est un accompagnement qui est important pour vous. Comment vous les choisissez? Est-ce que c'est une question d'ADN avec vous? Je pense que toutes les personnes qui sont ici à la tête des sociétés dont je m'occupe sont tous des passionnés de contenu. On a toujours fait très attention chez Banijay à mettre à la tête des sociétés des artistiques et pas des financiers ou des juristes. Je pense que c'est un mindset qui est important, c'est-à-dire qu'on met l'argent à l'antenne, on fait attention à ce qu'on raconte, on est animé par un truc dans le bide. Et le fait que moi-même, j'ai été productrice et patronne de société et que maintenant j'arrive à la tête du groupe, c'est dans le même état d'esprit. Entre le financier et un bon programme, c'est le bon programme qui prime. Tout le monde dit que les chaînes de télé ne payent plus, que les plateformes, c'est très compliqué. Est-ce que le financement devient un problème aujourd'hui dans la production? Le financement est un problème, oui et non. On a encore des chaînes historiques qui sont des partenaires fiables, qui payent ce qu'ils achètent et qui sont conscients des difficultés de production. Mais avec des coûts réduits aujourd'hui. Alors, c'est pas tant qu'ils réduisent automatiquement la voilure, c'est que les coûts augmentent. Ils ne peuvent pas préserver, en fin de compte, ce qui s'appelle nos marges. Et donc, c'est à nous d'être inventifs pour utiliser l'intelligence artificielle pour réduire éventuellement certains coûts, mutualiser des plateaux sur plusieurs émissions, ce qui nous permet d'amortir le plateau. Enfin, voilà, des choses comme ça. Donc, c'est à nous d'être intelligent et je pense que c'est la force des gros groupes aussi, c'est que comme on peut s'appuyer sur énormément de sociétés et de savoir-faire, on arrive, nous, à mutualiser probablement mieux qu'un indépendant qui a une seule émission. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a tous ces nouveaux entrants, Amazon, Netflix, etc. Alors eux, ils ont un mode de fonctionnement qui est particulier, c'est-à-dire qu'ils payent, mais ils nous cantonnent à une situation de producteur exécutif. C'est-à-dire qu'en gros, ils absorbent nos droits. De fabricants, en fait. Voilà, donc on devient juste des fabricants. Ils absorbent nos droits et ça, c'est là-dessus qu'on lutte beaucoup pour essayer de rééquilibrer ce rapport de force et de dire on est aussi détenteurs de la créativité qu'on vous apporte. Après, il y a YouTube et les réseaux sociaux et ça, le modèle est compliqué. On s'aperçoit qu'à l'exception de YouTube qui a un revenu sharing et Facebook, fondamentalement, il n'y a pas de rétrocession monétaire, quel que soit le contenu que vous mettez sur les plateformes. Pour financer, par exemple, ce que je dis souvent à Koh Lanta, je ne pourrais pas mettre Koh Lanta sur YouTube et gagner ma vie. Je pense que je n'arriverai même pas à mettre une émission. Il ne faut pas oublier qui vous a nourri pendant des années. Il ne faut pas oublier ce que nous apportent nos partenaires historiques. Et regarder YouTube comme un nouvel entrant avec une économie qui est complexe, qui est une source de nouveaux contenus, mais pas de gros contenus actuellement. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer. Aujourd'hui, Banijay est spécialisé dans le flux quand même. On en est où en matière d'heures par an? À peu près 2300 heures de flux en France. On est un jeune entrant sur la fiction, mais on rentre en fanfare. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a énormément de production. Avec Marie-Antoinette, par exemple, et Culte. On a Marie-Antoinette, on a Culte, on a Carême qui va être lancé à Sérimania, qui est le gros événement d'Apple. On a beaucoup de séries qui arrivent sur TF1, dont une merveilleuse avec Clémentine Célarié et Bernard Lecoq. Donc voilà, on a énormément de choses, mais c'est vrai que le flux, on s'est construit sur le flux. Et on est plutôt chanceux parce que le flux a bonne presse actuellement. Vous êtes dans une vingtaine de pays. Quelle image l'international a de la fiction française ou en tout cas des émissions françaises? On est un très gros groupe de fiction internationale. C'est-à-dire, je crois qu'on fait en Europe 500 heures. On est le premier. Au niveau international, on est très puissant aussi. En France, comme on émerge, on n'a pas encore l'occasion, à l'exception des hommes de votre vie, d'exporter le format. La réalité, c'est qu'on est un peu bloqué par la langue française. On a tourné, par exemple, Marie-Antoinette en anglais délibérément. On l'a vendu à 146
56 territoires. Quand j'ai demandé à notre distributeur si ça avait été tourné en français, dans combien de territoires vous l'auriez vendu, elle m'a dit 10%. Ça veut dire qu'il faut repenser international d'abord. En tout cas, si vous avez une énorme production qui nécessite de gros investissements, il faut l'envisager comme ça. Par exemple, sur la propriété industrielle des boîtes de prod avec lesquelles vous travaillez et vous êtes plutôt mariés, là aussi, il y a un sujet à l'international. Et c'est là que vous pouvez les accompagner sur la puissance finalement du groupe. Ça, c'est le gros avantage de faire partie d'un groupe qui est français, je le rappelle, mais qui est présent internationalement. Notre capacité à faire voyager des formats, par exemple en télé-réalité, l'un des gros succès qui voyage chez les apprentis aventuriers, et ça voyage dans une dizaine de territoires, ce qui est beaucoup maintenant. Mais c'est aussi de faire rentrer des formats en France, que ça soit fiction ou flux. Par exemple, l'un des plus gros succès sur TF1, c'est Rivière perdue, qui est adapté d'une de nos séries espagnoles qui s'appelle Monte Perdido. Donc c'est ça aussi, on fait énormément transiter d'informations. Dans un sens comme dans l'autre. Dans un sens comme dans l'autre, en entrant et en sortant. On a beaucoup accusé les grands groupes, que ce soit Media One ou Banijay, des pires mots. Moi, je pense qu'on fait partie du soft power français. On soutient aussi la production indépendante localement, parce que souvent ils ont besoin d'avoir un coproducteur qui a la capacité de négocier par exemple avec des diffuseurs ou pire avec des plateformes, et ils ont besoin de cash. Donc il faut plus nous voir comme une aile protectrice que comme un vautour qui va manger les petits. Je reviens sur le flux et en l'occurrence sur Star Academy, où on se disait finalement que une jeune génération avait totalement décroché de la télé, et quand on voit ce qui s'est passé pour cette 3e saison, on a retrouvé en tout cas l'envie du direct, et d'autre part on a retrouvé la jeune génération accroché aussi au digital. C'est ça qui est intéressant. Starac, ça a été une révélation. C'était toujours un pari de relancer un format qui quand même n'était plus à l'antenne depuis 2008. Qu'on pensait être vieilli ou voilà, suranné. On pensait vraiment qu'il était suranné. Mais il y avait cette petite flamme qui était déjà la force du concept. Une Madeleine de Proust et des très bonnes images avec les artistes qui continuent à exister malgré l'arrêt de l'émission, comme Jennifer, Nolwenn Leroy. Qui n'ont d'ailleurs plus trop d'émissions pour exister ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Oui, aussi. Et puis surtout, elles ont une carrière de chanteuse qui superforme. Donc ça veut dire que le modèle était viable. Et donc on a relancé le programme. Et là, j'étais en réunion avec TikTok. Il y a 3 milliards de vues sur TikTok de la Star Academy. Il y a une consommation via TikTok, mais cette consommation nous ramène évidemment aux chaînes linéaires, donc à TF1, pour regarder l'intégralité du programme. Donc ça, c'est un gros succès, et c'est ça qu'on essaie de faire aussi par une communication digitale très puissante, très forte, où on ramène petit à petit les jeunes vers la télévision. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que je crois qu'on a fait 76% ou 80% sur les 15-24 pour Miss France. C'est quand même des chiffres qui sont insensés. Probablement que ça vient aussi tout le travail des équipes de Miss France de remoderniser la marque, d'ouvrir le concours en phase à avec des la femmes, société d'aujourd'hui. avec des femmes différentes. Ouais, et d'ailleurs, Angélique a 34 ans, et ça, c'était une nouveauté. Que finalement, ces émissions, on est en direct. Est-ce qu'il ne faut pas revenir sur le direct des années Sabatier, où on rentrait chez des gens avec des caméras, et est-ce que c'est pas ça qu'on cherche finalement par la merci. télé? J'avais une grosse réunion avec les Américains. Ils disaient « Think big, think live ». Mais c'est ça. Et c'est vrai. Ce qu'on appelait la grand-messe à l'époque. Voilà. L'arme qu'auront les linéaires, c'est de ramener, comme pour les événements sportifs, et on le voit encore avec le rugby, c'est de ramener les gens sur des événements directs. Il faut aussi rassurer les diffuseurs qui maintenant ont un peu peur du direct pour des raisons qui sont compréhensibles, c'est-à-dire la prise d'otage du direct et des choses comme ça, et faire ce qu'on appelle nous un time delay, c'est-à-dire on le fait sur toutes nos émissions, on a un petit temps, mais quand même les gens ont l'impression de vivre l'événement en direct. Ça, c'est très important. Nous, on y croit beaucoup. On milite pour ça, et on en veut pour preuve qu'en Espagne, par exemple, sur Amazon, on a fait Opération Triunfo, qui était l'équivalent de la Star Academy en Espagne. À l'origine, c'était sur une télé classique, et Amazon l'a racheté. Ils ont fait du live, et ça a été un carton plein. Donc ça prouve que c'est notre atout majeur, c'est le live. Un petit mot sur les femmes aujourd'hui à la télévision, dans les boîtes de prod. Il y en a de plus en plus à la tête de boîtes de prod. Est-ce qu'il faut encore féminiser? Est-ce qu'il faut appuyer? Est-ce qu'il faut laisser faire la société? C'est quoi le bon chemin selon vous? Il y a beaucoup de femmes à des têtes de production de fiction. Tout ce qui est divertissement, en gros tout ce qui est un genre qui n'est pas protégé par la réglementation, c'est plus difficile parce que c'est le western. Il ne faut pas se mentir. Moi, ce que je remarque en tout cas, c'est qu'à la tête des gros groupes, je suis la seule femme. Justine Planchon s'occupe du divertissement chez Media One, mais pas encore la fiction. En revanche, les Américains ont mis des femmes à la tête des plateformes, que ce soit Disney ou Netflix, et il faut s'en féliciter. Après, c'est tout ce que je dis souvent aux femmes. Est-ce que les femmes veulent avoir des carrières d'hommes, se consacrer à son job? Il faut quand même réfléchir, c'est beaucoup de sacrifices. J'en ai fait pour accéder à ces fonctions-là. Je dis juste que tout le monde n'a
n'a pas souhaité la vie que j'ai. Moi, elle me convenait, mais elle conviendra peut-être pas à d'autres femmes qui ont une autre manière de s'exprimer dans leur féminité et dans leur pouvoir. La direction de l'Arcom change, la direction de France Télévisions va changer en même temps. Ça va cristalliser un peu le marché tant que... Il y a des auditions en effet qui vont être lancées à l'Arcom pour le renouvellement du mandat de France Télévisions. Je suppose que Delphine Ernotte va se présenter. On a extrêmement bien travaillé avec elle, donc on serait évidemment ravis qu'elle fasse un troisième mandat. C'est évidemment une situation d'observation. Nous, on a la chance d'avoir des programmes qui sont un peu le patrimoine de France Télévisions. Je pense aux émissions de Nagui, à Fort Boyard. En revanche, quand on va par exemple à France Télévisions pour une création, je pense que c'est plus compliqué là. Je pense qu'ils vont attendre un petit peu de voir quelle sera la physionomie de la prochaine direction. Merci beaucoup Alexia Laroche-Joubert. Merci à vous.